Bonjour à vous tous. Dans un contexte de pandémie, nous souhaitons tout de même poursuivre la diffusion de nos balados, mais comme vous le remarquerez aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir la présidente directrice générale de Recyc Québec, mais elle est en virtuel avec nous puisque toutes les deux, nous respectons les consignes de confinement. Donc, nous débutons avec Madame Sonia Gagné, comme je vous le disais, qui est la présidente directrice générale de Recyc Québec. L'énoncé de mission de Recyc Québec a été réitéré, adopté dans le dernier budget que vous avez sûrement vu. Et ce qu'on mentionne, c'est que l'énoncé de mission vise à ce que Recyc Québec amène le Québec à réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles dans une perspective d'économie circulaire et de lutte contre les changements climatiques. Le mandat de notre société d'État consiste à promouvoir, développer et favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits, ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources. Avec l'annonce par le ministre Charette au début d'année de la modernisation de la consigne, de la collecte sélective, avec la publication du plan d'action 2021-2024 de Recyc Québec et les sommes importantes qui ont été prévues à cet effet dans le dernier budget, avec l'annonce imminente peut-être de la stratégie sur le plastique, mais aussi de la stratégie de valorisation de la matière organique, avec la révision prochaine du règlement sur la récupération et la valorisation de produits des entreprises, avec aussi peut-être une éventuelle réglementation sur la traçabilité des matières résiduelles, nous pouvons dire, Madame Gagné, que c'est votre année, l'année 2020. D'abord, je vous remercie d'accepter de tourner cette balado avec nous, hein, malgré le contexte actuel. Et puis, bienvenue parmi nous avec cette série de balados. Merci beaucoup, Hélène, de me recevoir. En fait, effectivement, je vous parle de chez moi, comme 79 des employés de Recyc Québec qui sont toujours branchés à l'affût, qui accompagnent, qui encadrent, et malgré effectivement le contexte qui est très particulier, il faudra bien le dire. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité qu'on va faire aujourd'hui ensemble le tour du plan d'action, sachant le contexte dans lequel on se parle maintenant, sachant aussi qu'en sortie de crise, il y aura beaucoup à faire dans notre secteur d'activité. Et donc, encore une fois, là, merci beaucoup de me donner l'opportunité de discuter avec vous de ce plan d'action qui était attendu, pas juste par moi d'ailleurs, mais par l'ensemble des parties prenantes de notre secteur d'activité. Je peux vous le confirmer. Et je peux dire merci aussi parce que la gestion des matières résiduelles, on en prend conscience plus que jamais. C'est un service essentiel, fondamental. Donc, merci de continuer à avoir une gestion efficace là, pendant cette période. Donc, ma première question, j'aimerais que vous nous parliez de ce plan d'action 2021-2024 qui s'intitule Récupérer plus et recycler mieux. Donc, pouvez-vous nous parler de ces objectifs de réduction, les objectifs généraux? En fait, lorsqu'on parle du plan d'action, et vous l'avez très bien évoqué, cette notion de réduction est fondamentale. Je pense qu'au cours des 25 et même 30, j'allais dire 25, mais Recyc Québec va fêter ses 30 ans cette année. On a travaillé sans relâche justement à implanter, promouvoir, gagner en maturité au niveau de la récupération et du recyclage. Il reste que la réduction est un incontournable. Donc, objectif de réduction à l'élimination de 525 kilos par habitant. Le dernier plan d'action visait 700 kilos par habitant. Au moment où je vous parle, Hélène, on est à 697 kilos par habitant, donc juste sous la barre des 700. Il y a donc un objectif qui est qualifié, ma foi,
ambitieux, mais réaliste. Alors, mais réaliste, bon, tant mieux. Tant Absolument. Réduction, je ne peux pas passer sous silence aussi l'idée que réduction est associée non seulement aux quantités éliminées, mais à la réduction du gaspillage. Réduction à la source, pour nous, est aussi associée à la lutte contre le gaspillage. Par exemple, dans le dossier des matières organiques, dont nous parlerons ensemble un peu plus tard, le gaspillage alimentaire devient une priorité incontournable pour Recyc Québec, ainsi que toutes les stratégies qui vont viser à, par exemple, augmenter la durée de vie, partager les biens, euh, tant pour les ICI, pour les citoyens, que dans le secteur de la construction, rénovation ou démolition. OK. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs spécifiques, que ce soit pour les objectifs de réduction, bien sûr, ou les objectifs reliés au recyclage, là, que ce soit ceux qui touchent le papier, le carton, le verre, le plastique, le métal, les matières organiques? Très bien. Donc, un seul chiffre, d'ici 2023, atteindre 75 de matières récupérées et recyclées. Pour l'ensemble des matières. Pour l'ensemble des matières, donc, je parle des matières, bien sûr, le plastique, carton, verre, métal. On est à 54 aujourd'hui qui est détourné vers pour des fins de recyclage. Donc, on vise 75. Pour certaines matières, on est plus proche. Le carton, par exemple, a une meilleure performance, mais il reste que ça aussi, c'est agressif, mais réaliste. Et les modernisations qui sont en place et dont on discutera, mais notamment la modernisation de la collecte sélective et des systèmes de consigne, vont avoir un effet de levier important sur l'atteinte de ces objectifs-là. Quant à la matière organique, d'ici 2023, l'objectif est le recyclage de 60. Ça aussi, c'est très ambitieux, il me semble. Est-ce que je me trompe? Oui, par rapport au déploiement où on est, c'est sûr qu'on a visé des objectifs toujours un peu qui nous amènent à se dépasser. Mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, la stratégie de valorisation des matières organiques va avoir aussi un effet de levier important dans ce dossier-là. Est-ce que l'objectif que vous venez de nous mentionner, il inclut aussi le recyclage, la valorisation des résidus de construction et de rénovation? Oui, alors pour les résidus de construction, rénovation, démolition, il s'agit d'un objectif de 70 de, de valorisation. Aujourd'hui, on est à 55. Donc, c'est encore une fois, là, on a vu un certain progrès. On travaille très, très fort mais c'est 55 des quantités qui sont acheminées au centre de tri, qui, elles, sont de presque 60. Donc, il faut diriger d'abord les matières vers les centres de tri et ensuite veiller à ce qu'elles soient recyclées. Oui. Merci. Bon, vous nous avez parlé des objectifs un petit peu généraux. Là, si on parlait du plan d'action qui comprend 10 stratégies d'intervention qui visent à répondre à 3 enjeux majeurs, est-ce que pouvez nous parler de ces 3 enjeux majeurs? Oui, donc les enjeux sont autour, comme on disait tout à l'heure, du gaspillage, sont autour des liens entre la gestion de matières résiduelles et la transition écologique, la transition énergétique, et autour de la responsabilité élargie des producteurs. Donc, dans le premier enjeu, au niveau du gaspillage, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour nous, cette notion de travailler à la réduction est très importante. Je vous donne un exemple, Hélène. Si le gaspillage alimentaire aujourd'hui était un pays, il serait le troisième plus grand émetteur de GES au monde, Incroyable. la Chine et les États-Unis. Donc, pour nous, non seulement il nous semble fondamental lorsqu'on déploie, par exemple, la collecte de la matière organique pour les citoyens et pour les ICI, de travailler aussi en amont à comment, en amont, on peut faire en sorte que la réduction du gaspillage des matières organiques puisse prendre part. Et ça a un impact direct, donc, sur le deuxième enjeu, qui est le lien entre les programmes de soutien au changement climatique. Parce que travailler à une utilisation adéquate des ressources, ça a un impact directement sur les émissions de gaz à effet de serre. Pour nous, donc, le fait de ne pas travailler en silo entre les différents programmes, c'est vraiment fondamental.
Le dernier enjeu, celui de la responsabilité élargie des producteurs. En fait, de plus en plus, on pense en termes de toutes les interventions dans toute la chaîne de valeur. Mhm. Donc, c'est vrai, c'est notamment porté par la responsabilité élargie des producteurs où le metteur en marché devient responsable de la matière, de sa mise, en fait, de sa conception jusqu'à la fin de vie. Donc, cette notion d'analyse de cycle de vie, cette notion de responsabilité élargie des producteurs est au cœur des nouvelles modernisations. C'est vrai pour le programme pour les électroménagers qui est Mhm. sorti un peu plus tôt cette année, mais Oui. c'est vrai aussi pour les contenants de boissons Mhm. pour la nouvelle REP des emballages. Oui. Donc, et qui sait, cette année, donc, on a le mandat aussi d'identifier autres matières potentielles qui peuvent éventuellement passer en REP. Oui, parce que lorsque le ministre a fait son annonce sur la collecte sélective, on a vu hein, que ça devenait un régime, comme vous le mentionnez, Oui, de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages, effectivement. tout à fait. Il en va de même pour les contenants consignés. Oui, oui, aussi. J'aimerais, si c'était possible, que vous nous parliez de la stratégie 7. C'est celle qui vise à stimuler la performance des ICI, puis des centres pour la construction, j'imagine, réduction de démolition et autres, là. Mais ça nous intéresse parce que les entreprises, entre autres, sont nos auditeurs hein, de ces balados. Donc, est-ce que c'est possible de nous préciser un peu comment vous entendez déployer cette stratégie? Euh, Au niveau des matériaux de construction, rénovation, démolition, Hélène, on parle du double du gisement de celui de la collecte sélective résidentielle. Donc, 2 millions de tonnes produites chaque année en résidus de construction, rénovation, démolition qui peuvent être potentiellement valorisés. Aujourd'hui, un peu moins de 60 qui est acheminé au centre de tri, et ça, effectivement, on a des objectifs de l'augmenter. Les programmes qui sont en cours, ceux qui ont été annoncés un peu plus tôt cette année, donc de modernisation des centres de tri et de stimulation des débouchés pour les matières, Mhm. visent autant les centres de tri de matériaux de construction que de collecte sélective. Il y a déjà des programmes en cours de soutien pour ce secteur d'activité et un programme également de reconnaissance. Donc, les centres de tri, on est en train de travailler un programme pour reconnaître les meilleures pratiques. Mhm. Et ça nous permettra justement de les accompagner. Là, il y a déjà une nette augmentation de la maturité du secteur d'activité. Et ça va être une stratégie qui est au cœur là, de l'accompagnement OK. du secteur. Donc, quand on parle de la performance, stimuler la performance des ICI, ça vise autant les centres de tri que les débouchés, mais ça vise les entreprises éventuellement qui vont devoir acheminer leurs produits dans ces centres de tri, là. En Tout à amont, les entreprises vont travailler, j'imagine, sur l'éco-conception, entre autres. Tout à fait. Donc, au niveau des ICI, c'est clair qu'avec, il y a presque 2 ans maintenant, le lancement de la nouvelle mouture de Ici on recycle, on a de meilleures données pour accompagner les ICI dans leur pratique de gestion de matières résiduelles et ça vise notamment la réduction à la source. Et les stratégies de valorisation des matières organiques vont aussi être très importantes dans ce contexte-là parce que se départir de matières organiques, on pense en premier lieu effectivement aux matières qu'on retrouve dans le bac brun, mais le bois, le carton, le papier, c'est aussi des matières organiques qui vont être encadrées et dont on va se départir avec un meilleur encadrement, une meilleure traçabilité. Très bien. Et dans le cadre du plan d'action, j'ai lu qu'il y a des stratégies hein, sur le plastique qui visent à réduire l'utilisation du plastique à usage unique. Est-ce possible d'expliquer quelle est la rationalité derrière ce choix? Euh, D'abord, il y a justement la gradation des mesures qui me semble importante parce que chez Recyc Québec, on a à cœur de ne pas
diaboliser une matière en particulier, mais bien d'analyser ce qui se produit, de voir ce qu'on peut faire. Et tout le démarrage de cette réflexion passe par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement qui se réunissent, qui s'entendent sur des stratégies à adopter ou des orientations à adopter qui se déclinent dans chacune des provinces, et notamment le Québec a adhéré à la charte des plastiques dans les océans. Et il y a actuellement en cours de rédaction une stratégie visant à les plastiques notamment, qui, tout comme celle sur la valorisation des matières organiques, va faire l'objet d'une consultation publique. Bien évidemment, on connaît notre contexte actuel, il pourrait y avoir certains délais ou des formes de consultation qui vont devoir être modifiées, mais pour le reste, au cours 2020, donc, une consultation sur la stratégie plastique. Et pour l'heure, dès maintenant, il a été annoncé, donc le 11 février dernier, un programme de soutien pour la promotion de la réduction du plastique dans l'environnement. Alors, tant les municipalités que le milieu scolaire c'est un programme qui est ouvert, qui est chez Recyc Québec, et c'est un programme qui a été initié par la stratégie sur l'eau, donc qui vise dans un très court temps à détourner les objets de plastique qui pourraient se retrouver à usage unique, qui se retrouvent dans la nature. Donc, il y aurait une consultation sur cette stratégie-là éventuellement. Oui. Très bien. Votre plan d'action aussi favorise l'intégration de contenus recyclés dans des produits, puis l'éco-conception, par exemple, là, comme étant un objectif. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aurait un objectif de 15% de contenu recyclé minimum dans les emballages d'ici 2024. C'est un bel objectif. Comment entendez-vous atteindre cet objectif? Cet objectif ne peut pas tenir seul si, parallèlement, il n'est pas intégré dans les projets de modernisation. Donc, l'encadrement réglementaire autour de la modernisation de l'encadrement des metteurs en marché d'emballage et de contenants de boissons, c'est une mesure qui est envisagée et qui pourrait permettre l'inclusion de matières recyclés dans les emballages, par exemple, ou dans les contenants. Et on pense que c'est une mesure intéressante parce que, justement, ceux qui mettent en marché ont tout intérêt à mettre des matières qui sont de qualité et à les récupérer pour pouvoir les réintroduire. C'est une manière, donc, très intéressante de fermer la boucle. Et je remarque au passage qu'il y a un budget additionnel de 6 millions dans le budget qui a été présenté le 10 mars dernier. D'ailleurs, une des manifestations publiques, une des dernières manifestations publiques auxquelles nous avons assisté, oui, le lancement du budget. Donc, effectivement, il y a 6 millions de dollars supplémentaires qui étaient annoncés pour soutenir les initiatives. Alors, ça va être plus à venir dans les prochains mois. Alors, on a hâte de voir la suite pour ça aussi. Bien sûr, votre plan d'action ne pouvait pas ne pas parler d'économie circulaire. Est-ce que c'est possible de nous en parler? Ah, bien sûr. Comme tout à l'heure, j'ai parlé de gaspillage alimentaire, qui est un dossier extrêmement fondamental chez nous. Économie circulaire, c'est rentré dans notre ADN il y a quelques années, inclus dans la mission. Pour nous, cette notion est au cœur du mandat de Recyc Québec. Et l'action qui est dans le plan d'action vise à ne pas perdre des acquis importants qui ont été entamés il y a 3 ans maintenant avec le programme qui s'appelle Transition vers l'économie circulaire. Qui avait été très, très apprécié par les entreprises. 14 symbioses, des résultats très concrets. Et là, c'est un des premiers programmes qui est sorti de ce plan d'action pour pouvoir le poursuivre. Dans les 4 coins du Québec, les symbioses poursuivent leur travail. C'est un vecteur de développement régional extrêmement important. C'est une question qui me tient à cœur, étant moi-même issue d'une magnifique région qui est le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Et dans ce contexte-là, donc,
soutien à différentes stratégies d'économie circulaire, animation du groupe interministériel de réflexion sur l'économie circulaire. Oui, c'est vrai, il Poursuit existe un groupe. Mhm. On poursuit ce travail. Et bien sûr, les assises qui, malheureusement, devaient se tenir en juin, mais on a préféré les repousser à une date ultérieure. Elles vont se tenir en 2020. La date va être communiquée bientôt à notre écosystème parce qu'on voulait être certain d'avoir le maximum de participants dans des meilleures conditions. Oui, je crois que c'est sage. Puis on me pose souvent la question où en est le développement de la feuille de route en économie circulaire. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question? Il est clair qu'il y a des orientations qui ont été prises. Il n'y a pas de recul, pas dans le sens où on a reculé dans les dossiers, mais dans l'angle pour aborder l'économie circulaire au niveau du gouvernement du Québec. Ça nous a amené, nous, à travailler des projets en commun, par exemple, avec le ministère de l'Économie. Et quand on voit des opportunités, eh bien, nos deux équipes travaillent conjointement pour analyser des projets et voir des potentiels au niveau de l'économie circulaire, par exemple, lors de l'implantation d'un grand projet. Est-ce qu'il y a un potentiel pour des entreprises qui seraient en satellite de pouvoir bénéficier de ça? Donc, les stratégies, les manières d'approcher l'économie circulaire ont un peu bougé, mais il est toujours d'actualité, notamment par mes collègues au ministère de l'Environnement via la nouvelle stratégie de développement durable, d'utiliser justement ces effets de levier-là pour d'éventuelles feuilles de route. Merci. Ensuite, ma prochaine question vise à parler de traçabilité de matières résiduelles. On en a entendu parler parce que lorsque le projet de règlement sur la traçabilité des sols contaminés avait été publié, par la suite, on entendait un peu parler de possibles projets de règlement sur la traçabilité des matières résiduelles. Puis, j'ai lu dans le plan d'action quelque chose sur la traçabilité des matières résiduelles. Je me demandais si vous pouvez nous en parler. Oui, pour nous, c'est un facteur fondamental. Si on veut déboucher, si on veut développer des débouchés locaux, et on peut le garder, mais on peut le garder. Si on veut développer des débouchés locaux, il faut savoir où est la matière. Donc, il y a un mot que j'adore en gestion de matières résiduelles et que j'utilise beaucoup, c'est le mot gisement. Oui. Savoir où sont les gisements de matière, les potentiels de matière, pour nous, la traçabilité permet d'avoir une meilleure idée de où se situe le gisement et de voir comment il bouge. Cette matière-là on a mis de l'effort pour la récupérer, la recycler, où est-ce qu'elle va? Le citoyen aujourd'hui est en droit de se demander qu'est-ce qui se passe avec la matière que j'ai soigneusement triée et mis dans mon bac. Donc, dans ce contexte-là, ça a été vrai pour les sols de toute autre raison, mais on considère que pour les matières résiduelles, là, je ne vous parle pas nécessairement de tracer une bouteille de shampoing en particulier, mais d'établir quelle est l'unité qu'on veut tracer pour savoir où est-ce que la matière, comment elle bouge, comment on peut optimiser aussi son circuit, parce qu'il y a beaucoup de questions de logistique qui entourent la gestion de la matière résiduelle. Et ça s'est placé assez rapidement sur notre chemin, la traçabilité des matériaux de construction, rénovation, démolition. Pour des raisons évidentes, là, si on veut les valoriser, il faut s'assurer qu'elles partent d'un point A à un point B et qu'elles ne se perdent pas en chemin. Donc, la traçabilité est vraiment... et les outils existent, donc il nous reste maintenant à établir, à piloter certains projets pour nous permettre de voir la faisabilité de ces enjeux-là là, dans notre secteur. Ce qui est important de retenir, c'est qu'encore une fois, la traçabilité va faire partie des exigences dans les projets de modernisation, notamment sur la REP des emballages. La traçabilité est une question qui est au cœur de cette modernisation.
C'est une bonne idée parce que je pense que ça permet de contrer aussi le scepticisme, hein, parfois qui peut provenir des citoyens. Donc, je pense que c'est une belle idée. Pouvez-vous nous parler du rôle qu'aura Recycle Québec dans le contexte de la modernisation de la consigne, puis ensuite dans le contexte de la modernisation de la collecte sélective? Oui, bien sûr. Effectivement, notre rôle change parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans la collecte sélective, on administre un régime de compensation qui va être amené à évoluer, à changer. Ce qui fait que notre rôle, comme pour les autres REP, est un rôle d'agrément. Mhm. Donc, nous allons agréer des organismes qui vont, des organismes, des OBNL qui vont gérer ces deux REP notamment, des contenants consignés et des emballages. C'est un rôle d'encadrement, c'est un rôle de facilitateur. Il y a beaucoup de parties prenantes différentes qui doivent travailler ensemble en, en coordination dans une même REP. Et ça, je pense qu'on a un rôle important à jouer, Recyc Québec, pour faciliter, la constitution de ces REP, mais aussi leur mise en œuvre. Et le rôle auprès des citoyens. Je pense que ça, de plus en plus, on a développé les outils, les campagnes pour pouvoir faire en sorte que le citoyen est au rendez-vous. Il est clair aussi que ces deux modernisations-là se font dans un contexte où, par ailleurs, nous, on continue de travailler sur les aspects de la réduction à la source, de la prévention du gaspillage, de l'économie circulaire. Donc, c'est ça, toutes les pièces du casse-tête là, se mettent en œuvre. Mais pour répondre plus précisément à votre question, un rôle d'encadrement, un rôle fédérateur, un Mhm. rôle d'accompagnement. C'est tout un programme qui vous Oui, attend pour l'année 2020. C'est pour ça que j'ai commencé en disant c'est votre année, hein, c'est l'année oui. de la gestion des matières résiduelles, entre autres. Nous terminons toujours nos balados avec 5 questions plus ludiques et je vais vous les poser si vous me permettez. La première, c'est quel est le mot que vous préférez dans le vocabulaire du développement durable? C'est assez. J- J'y ai pensé, j'ai pensé à ça beaucoup et mon premier réflexe a été de reprendre le schéma de l'économie circulaire et puis de me laisser inspirer. Et souvent, je ne suis pas originale, mais je vais citer, je vais reprendre une phrase que je dis à mes équipes régulièrement, qui n'est pas de moi, qui est d'Einstein, qui dit qu'on ne peut pas résoudre un problème dans le mode de pensée de comment la situation a été créée, en fait, hein. Il faut repenser. Donc, quand je regarde le schéma d'économie circulaire, la première stratégie, c'est de repenser. Mhm. De faire en sorte que si on veut arriver à des résultats différents, ben, il faut faire les choses différemment. Donc, repenser, ce serait le mot que j'aurais le goût de partager avec vous aujourd'hui. C'est beau, puis moi, je pourrais vous dire, vous pourriez maintenant parler des 4 R, mais, et le premier R, ce serait de repenser. Repenser, exact. Parce qu'il convient effectivement, il nous amène à toutes sortes de stratégies qui vont être au cœur du déroulement de notre prochain plan d'action, tout à fait. Oui. La deuxième question, c'est quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable? Euh, je ne la connais pas beaucoup, mais elle m'inspire énormément. Et j'ai le goût de dire Laure Varidel. Oui, 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 oui. Laure, dans son dernier ouvrage, m'a énormément inspirée. Et là aussi, j'ai le goût de sortir un peu des sentiers battus en disant qu'elle parle de transition écologique avec notamment deux mots à la fin de son ouvrage qui sont les mots amour et bonheur. Oui. Donc, l'idée que à travers ces changements, créer des liens, s'investir, encore une fois, c'est en lien avec repenser, donc voir les choses autrement. Et c'est quelque chose aussi qui est beaucoup dans ma façon de travailler, d'éviter de mettre les choses en opposition. Un Mhm. système par rapport à un autre, l'économie versus l'environnement, le public versus le privé. Je pense qu'au contraire, si on accepte la complexité, on s'ouvre, et c'est pas moi qui le dis, là, je la cite, on s'ouvre à des opportunités intéressantes de solutions.
La complémentarité, hein? Exact. La complémentarité, le fait que c'est pas toujours une solution ou l'autre, Ouais. ça peut être, ensemble, exact. Donc créer des liens, oui. Sur une échelle de 1 à 10, où vous croyez que le Québec se situe en termes de développement durable? J'ai envie de dire 7. Mmh mh. Heu, je suis de nature à voir la moitié pleine du verre, hein, donc je suis assez, optimiste, et ce que je constate, j le 7, je le donne à nos potentiels parce que, quand je vois, par exemple, à quel point rapidement, les notions, par exemple, de symbiose industrielle, ont pris racine et se sont développées, dans toutes les régions du Québec. À quel point on tente chez Recyc Québec, par exemple, de mettre en vitrine des projets innovateurs et on est témoin d'initiatives absolument, extraordinaires. Donc dans ce contexte-là, je dis, 7. Ce qu'il nous reste à faire, je pense, c'est de, heu, dans la famille repenser, Mmh mh. c'est éco-concevoir et mieux acheter. Donc Mmh mh. dans l'approvisionnement, je crois que nous avons, du travail à accomplir. Encore, oui, effectivement. Et quelle est selon vous, la plus grande fierté du Québec en développement durable? Notre capacité à pouvoir, et là, ma réponse est influencée par ce qu'on vit actuellement, c'est notre, capacité de se revirer de bord, Ouais. heu, de résilience, et à faire face. Donc, je pense que c'est vrai dans la situation particulière dans laquelle je vous parle aujourd'hui, mais c'est vrai aussi dans notre secteur d'activité. Et la dernière question, quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner si une telle chose était possible? Oh, alors, je vais vous partager que j'ai une affection particulière pour, les orignaux. Oh! Alors, j'aimerais être un orignal, parce que pour moi, il représente, la force tranquille. Ah, donc il est imposant, mais tranquille, et ça, je pense que la force tranquille, on en a vraiment besoin au quotidien, mais aussi dans notre secteur d'activité, et parce que j'en ai déjà, c'est plus agréable de les croiser évidemment quand on fait de la randonnée, pédestre, que lorsqu'on conduit une voiture, là, j'en conviens, mais Mmh mh. ça a toujours été pour moi, avec cet animal, c'est une belle rencontre, et ce qu'il représente, est inspirant. Et je vous dirais, pour vous connaître un peu plus, que vous inspirez ça aussi, la force tranquille. Donc, je suis pas tellement étonnée de l'analogie. Alors, Oh! madame Gagné, je vais vous dire merci beaucoup pour cette belle entrevue dans les conditions que l'on connaît en ce moment. Et je vous souhaite bon succès parce que l'année 2020 sera une année de grands défis, mais aussi très stimulante. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci, merci. Merci et bonne fin de journée.